Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous accueillir sur le plateau évidemment de One Life, mais de Kana également pour ce live depuis la Japan Expo. On va parler de pas mal de choses tous ensemble. Vous vous doutez bien, la Japan Expo c'est l'occasion de revenir sur beaucoup de choses, notamment la création française. Quelque chose qui est très cher au cœur de Kana depuis pas mal d'années. On va revenir ensemble avec différents auteurs qui vont passer autour de la table, mais également évidemment quelqu'un de chez Kana que vous connaissez bien. On va accueillir ce très cher Timothée évidemment. Bonjour. Un peu une tradition maintenant de t'avoir sur ce plateau. Oui, écoute, c'est toujours un plaisir. Merci de Tu vas bien m'accueillir. Très bien. Les jours de la Japan sont pas trop tendus, ça se passe bien? Je fais une réponse honnête. J'ai un peu traîné hier soir, mais non, ça se passe très bien. Bon. Et c'est toujours chouette d'être là, quoi. Évidemment, c'est toujours. Et puis en vrai, c'est l'occasion aussi de voir plein de collègues et tout, c'est toujours Ah oui, c'est appréciable. ça, on n'arrête pas de Bien croiser du monde. sûr. On est ensuite avec Johan. Salut Johan, comment tu vas? Ça va. Alors, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de qui tu es? Parce que du coup, les gens ne te connaissent pas. Et en plus de ça, devant toi, il y a un shikishi incroyable de quelque chose qui arrive très bientôt sur Kana. Eh ben, je suis l'auteur de Silence, merveilleux manga à venir en octobre chez Kana. Et voilà, que dire de plus? Bon, écoute, c'est déjà bien de savoir que tu es un auteur chez Kana et que ça arrive très bientôt du côté de nos librairies. C'est tout ce qu'on veut. On reviendra évidemment sur ton manga durant toute l'émission. Mais maintenant, on va inviter un autre personnage que j'aime beaucoup à parler. Il s'agit de Cab, scénariste de Onera. Comment ça va? Ça va et toi, Vitel? Mais ça va très bien, très content de te retrouver sur ce plateau. Très content aussi. Après cette émission, enfin parler un petit peu de création française, quelque chose qui moi me tient beaucoup à cœur aussi, donc j'ai hâte de discuter un petit peu de tout cela avec vous. On va revenir évidemment sur les différentes créations françaises, comment c'est venu, l'importance qu'a la Japan Expo aussi du côté aussi bien des auteurs que des éditeurs. Donc on va prendre le temps de discuter un petit peu autour de tout cela. Et puis en deuxième partie, nous aurons Jérôme Alquier qui nous rejoindra, évidemment pour parler de Senseiya, cette BD absolument incroyable, et ce stand magnifique que vous devez voir normalement si vous allez à la Japan Expo ou alors à d'autres événements, puisque le stand commence à tourner un petit peu partout dans les quatre coins de la France. Exactement. Bon, en même temps, il est joli, hein, on va pas se mentir. Ça, on nous le réclame un peu. Tu peux. Il a une certaine taille, il fait que tu le vois quand même plutôt facilement, ça c'est très clair. On va commencer donc du coup tous ensemble sur la Japan Expo. Comment justement une Japan Expo c'est important, aussi bien au niveau des éditeurs que des mangaka français. Tout d'abord, quel est votre meilleur souvenir à la Japan Expo? Parce que c'est quand même un salon qui est là depuis des années et des années. Je pense qu'on l'a tous plus ou moins connu du côté visiteur puis professionnel. Du coup, je suis assez curieux, Timothée, de nous donner un petit peu tes impressions sur tout cela en plus de 20 ans de Japan Expo. Ouais, c'est difficile de retenir une chose sur tous les Japan Expo que auxquels j'ai pu assister depuis plusieurs années maintenant. C'est toujours, moi, je crois, le gros souvenir, c'est l'ambiance qu'il y a à Japan Expo, l'énergie. Surtout en tant qu'éditeur, on n'est pas forcément en contact des lecteurs, on ne les rencontre pas tout au long de l'année. Et là, on est vraiment avec eux. Et d'avoir leur retour enthousiaste sur les séries, c'est super plaisant. Généralement, on ressort claqué mais content de Japan Expo. Donc c'est ça, et c'est tous les ans la même chose. Donc ça c'est un bon souvenir de Clairement, Japan. tu sors claqué, je pense qu'on est tout à fait d'accord. Johan, toi, est-ce que c'est la première fois que tu viens à Japan Expo de façon professionnelle? Alors, ou... Professionnelle, ouais, c'est la première fois. Du coup, je découvre un peu l'envers du décor, on va dire. Et ça va, c'est cool, ça se passe bien. Après, pareil, une bonne anecdote, je sais pas si j'en aurai, mais non, c'est un régal d'être là, de l'autre côté, enfin, quoi. Depuis tout le temps où je viens à Japan Expo en tant que touriste, on va dire. Ouais. Là, il y a un truc, c'est vraiment différent en termes de rythme, d'ambiance et tout. Donc, conseil. Je conseille, devenez professionnel dans le manga, Voilà. venez découvrir les envers du décor de la Japan Expo. Je vous jure que c'est assez extraordinaire. Et toi, mon très cher Cap, bon maintenant ça commence à faire quelques temps que tu bourlingues, comme on dit. Ouais, j'ai bourlingué. Pas autant que Timothée qui est là depuis
depuis Mathusalem, hein, clairement. Aïe, 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 ouais, aïe. Fais gaffe, c'est quand même ton éditeur. Hein. Oui, mais- tu... Ouais, mais il m'a embrigadé hier soir dans sa folie là, donc je suis un peu voilà. Ah, ça règle les comptes donc du coup. Ça règle les comptes sur le plateau, ça régale. Meilleur souvenir de Japan, je crois que c'est l'année dernière. Quand tu m'as rencontré quoi. Quand je t'ai rencontré. Ouais, je comprends. Voilà, cut, fin. Non, en vrai, Japan l'année dernière parce que je partais un peu défaitiste pour Onera et quand on est arrivé la première séance de dédicace, il y avait vraiment à balle de monde, ils avaient dû fermer la file, etc. Ouais. Et je pense que tu te rends compte de la portée du truc et c'est avant tout des super rencontres, tant professionnelles que personnelles. Ouais. Et voilà quoi. C'est vraiment l'occasion d'être dans le bain et c'est la manière concrète d'interagir quoi. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors justement, Timothée, on va revenir sur un point que je trouve ça très, très intéressant. Tu parlais donc du coup du côté éditeur où vous voyez enfin vos lecteurs et vous avez une appréciation avec eux à ce moment-là. Pourquoi en fait justement côté professionnel c'est ultra important en fait ce genre de salon là, ne serait-ce que pour l'humain parce que on se rend même pas forcément compte, mais est-ce que justement ça permet d'avoir tout de suite des avis un peu plus puissants du côté des lecteurs pour pouvoir mieux s'imprégner de ce qu'ils disent et enchaîner par la suite avec des améliorations qu'ils souhaitent ou ce genre de choses là, parce qu'en vrai on se rend même pas forcément compte, c'est tellement un rouage énorme que est-ce que justement ce genre de salon là ça peut être quelque chose qui change la donne sur le long terme pour les lecteurs. Je sais pas si ça change la donne, mais en tout cas, ça nous fait toujours réfléchir et on revient généralement avec des idées. Tiens, j'ai entendu ça, j'ai vu ça, on nous a fait tel ou tel retour. Et donc, on se dit, bon, bah voilà, on cherche toujours à s'améliorer en tant qu'éditeur, de faire toujours mieux l'année suivante. Bien sûr. Donc, c'est en ça que ces échanges sont super, super importants pour nous. Et ouais, voilà, tu retrouves aussi. On bosse pendant X mois avant Japan Expo et tu récoltes un peu aussi les fruits de tout le boulot effectué pendant l'année. Donc c'est ça aussi qui est gratifiant dans ce contact avec le public. Et vraiment aussi d'essayer de sentir quelles sont les attentes, les envies pour continuer de construire et alimenter le catalogue de la maison d'édition et continuer d'arriver avec des projets qui vont parler à ce public-là. Là, je vais poser la question du coup à vous deux. La sensation du coup d'être dans un salon, de rencontrer des gens qui viennent vous demander soit des conseils, soit des autographes, soit des shikishi. Comment vous le ressentez sous ces trucs-là? Toi, c'était ta première, donc est-ce que... Alors moi, comme ça sort en octobre, j'ai pas encore pu expérimenter ça. C'est un truc que j'appréhende un peu comme... je sais pas trop comment ça va se passer. Donc t'appréhendes quand même? Un peu, ouais, c'est quand même... c'est pas rien. Tu bosses pendant longtemps sur ton truc et tout. Les retours en direct, c'est quand même Bien sûr. autre chose que sur les réseaux sociaux. On est tout à fait d'accord. Donc ouais, je sais pas trop comment ça va se passer. Je pense que Cab a plus d'expérience là-dessus à ce niveau-là. Enfin, Cab, c'est une légende vivante, donc forcément, mais... De l'expérience, pas tant. Après, le truc, c'est qu'on essaye d'interagir de manière la plus humaine possible avec les gens qui viennent nous voir, parce qu'il y a forcément un côté distanciel entre nous. Le but, c'est de péter cette barrière-là quand ils viennent nous voir pour des conseils, etc. Moi, j'ai pas vocation à donner des conseils de toute façon, j'ai peut-être pas l'expérience, mais c'est un peu une reconnaissance pour ce que tu fais, de savoir que des gens imaginent que ce que tu produis peut être une raison de venir te voir pour aborder le métier, etc. Mais de toute façon, en général, ils repartent toujours avec le même conseil, c'est si t'as envie de faire un truc, fais un truc, donne-toi à fond. Et voilà. Je sais pas ce que t'en penses, moi de toute façon, je trouve que le public à Japan Expo est ultra bienveillant envers les auteurs. De toute façon, ils viennent pas, s'ils ont pas envie de te voir, ils vont pas venir te voir. Donc déjà, je pense qu'ils ont une volonté d'interagir avec toi aussi, parce que c'est une des rares occasions. Il y a Angoulême bien sûr, mais Angoulême est tellement salons. plus niché que Japan Expo, c'est vraiment des gens qui sont fans de manga ou de Japanimation de manière générale, et que pour eux c'est un pont en fait pour pouvoir te rencontrer effectivement. Ok, très bien. En tout cas, ça montre quand même que c'est des trucs qui sont importants et qui apportent quand même un petit peu plus de crédibilité, je pense aussi. Quand tu vois de plus en plus de gens venir te voir pour ton manga ou ce genre de choses-là, en fait, c'est comme les gens sur Twitch ou ce genre de choses-là. Avant de les voir en vrai, tu te rends pas compte que c'est palpable, tu vois. Tu te rends pas compte que c'est quelque chose qui a vraiment une influence potentielle sur quelqu'un, tu vois. Ouais, tu vois un nom et peut-être pas un être humain, et en fait l'occasion de pouvoir le rencontrer humainement, c'est quelque chose de fort, je trouve. Ouais, du coup, je peux rebondir à ça pour revenir sur l'anecdote de la Japan. Quand j'étais en indé, on va dire, je faisais une BD indé, et là où ça m'a vraiment marqué, c'est que il y a quelqu'un qui avait lu ma BD et qui est venu m'a dit ça a changé ma vie quoi.
il y a vraiment eu un truc de waouh. Ah ouais, à ce point-là. Moi, quoi. je fais ma BD tranquille. La BD, c'était Sois heureux ou meurs en essayant. Sois heureux ou meurs en Alors, essayant, moi, je ouais. te le dis, elle a changé ma vie aussi. Pour de vrai. Et bah. C'est une BD que j'aime beaucoup. Voilà. Mais Eh tu bah, sais ça que fait tu sais, en plaisir. fait, on se rend pas forcément compte parce que nous, on fait ça avec le kiff, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais t'as tellement de choses qui peuvent impacter la vie de quelqu'un sans même que toi tu t'en rendes compte parce que toi finalement t'écris juste ton histoire, tu vois. Ouais. Tu fais tes streams, tu fais tes dessins, tu fais ce genre de choses là. Mais derrière tu te rends pas compte que des fois effectivement ouais ça peut avoir un vrai impact Et surtout, psychologique. que ouais, le but que t'as toi, c'est pas de changer la vie des gens, quoi. C'est de divertir au minimum, tu vois. Bien sûr. Mais et du coup, faire l'effort de venir, de dire ça là à une personne et tout. Moi, quand j'ai reçu ça, j'étais en mode ah, waouh, c'est vraiment un impact. Donc effectivement, par rapport à ça, ça doit être assez intense. Bah en tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour Silence et que ça change aussi la vie des gens. On va revenir sur quelque chose d'un petit peu important, Timothée, parce que vous avez toujours été quasiment présent à Japan Expo. Moi, j'aimerais bien un peu qu'on revienne justement sur comment est-ce que vous travaillez avec Japan Expo pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Faudrait demander à Stéphanie. Parce que non mais voilà, je vais être honnête, je suis assez loin Ouais. de la partie opérationnelle sur l'organisation avec Japan Expo. Donc évidemment en interne on en parle, on discute sur voilà le stand cette année, comment Il est massif en plus cette année. Hein. comment on l'imagine, tiens, quelle série on va mettre en avant cette année sur le stand, quels auteurs on invite. Je suis vraiment dans la partie interne. Après, ouais, comment Stéphanie travaille avec les équipes de Japan Expo, ça je le vois moins. Et je crois qu'il vaut mieux que je le vois pas parce que c'est un boulot de dingue. Ah, Elle court ma boule, partout, hein. dans tous les sens. C'est plein de petits détails auxquels il faut penser. Et là aussi, d'une année à l'autre, on apprend. L'année dernière, les auteurs étaient là en dédicace et puis à la fin de Japan, bon alors qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer les prochaines, ouais les chaises là parce qu'on a eu trop mal au cul et donc là cette année voilà, cette année je pense qu'on s'est bien rattrapé cette sur année ce vous avez coup-là. fait parfaitement, enfin Steph comme d'habitude extrêmement professionnelle, extrêmement compétente, donc oui bien sûr. Mais voilà, c'est des petites choses et c'est plein de petits détails auxquels il faut penser pour qu'un Japan roule et c'est énorme comme en termes de boulot. Ouais, bien sûr. Alors maintenant, moi, il y a quand même le côté un petit peu actualité, exclusivité qui vient généralement avec la Japan Expo. Mais est-ce que c'est vraiment le moment idéal pour vous de sortir typiquement des titres en avant-première que tu vas retrouver dans le commerce peut-être 2 à 3 semaines après? Parce qu'en fait, je ne sais pas si on se rend compte de ce que peut donner Japan Expo sur justement la découverte d'un titre. Alors de toute façon, tu peux pas faire d'avant-première. Ouais. La loi sur le livre en France est très stricte là-dessus. Il n'y a pas de raison qu'un point de vente ait les livres avant les autres. Ok. Donc on peut faire des lancements à Japan Expo. Et donc voilà. Il y a tellement de monde à venir sur 4 jours que tu te dis, et c'est le cœur de cible du manga, c'est l'occasion de commencer par toucher ce cœur de cible qui après va répandre la bonne parole à un plus large public. Donc c'est en ça que c'est important de faire des annonces ou de lancer des titres à Japan Expo. On a vu d'ailleurs l'annonce incroyable de Slam Dunk Deluxe, ça y est, pour 2024. Voilà. Quel bonheur. Pour les 25 ans. Quel bonheur. D'ailleurs, vous avez vu ce beau coffret à côté? Il est extraordinaire. Faut pas me le mettre à côté de moi, je vais repartir avec à la fin, c'est pas bien. J'ai déjà mis une option dessus, Bitel. Je te le dis. Voilà. Et bah nickel, on se battra à la fin du stream, voilà, comme ça au moins, on verra comment on s'en sortira. Revenons un petit peu maintenant à vous deux. Japan Expo, est-ce que c'est un passage obligé pour le manga en France? Est-ce que vraiment, il n'y a pas d'autres conventions à côté qui vous donnent plus ou moins cette exposition, ou alors quelque chose de peut-être plus facile que Japan Expo, là où c'est quand même bondé de monde, énormément de stands. Est-ce que Japan Expo c'est vraiment la convention, si tu es un auteur, où il faut être? Johan, tu veux? Je pense que comme on disait, c'est la plus massive. Quand on est accompagné d'un éditeur, je pense que c'est la convention où il faut être. Peut-être quand on est en indé, etc., c'est plus tendu comme convention parce qu'il faut vraiment se battre, quoi. Mais là, on arrive, on est bien quand même. Donc je pense que c'est une convention qui est nécessaire et qui permet d'être une grosse mise en avant, etc. Donc ouais, et puis c'est qu'une fois par an. Donc ça vaut le coup de venir, quoi. Donc ouais, je pense
Je suis tout à fait d'accord avec Yohan. En plus, c'est l'une des plus longues aussi. Japan Expo, c'est étalé sur 4 jours. C'est l'occasion vraiment de pouvoir rencontrer le public de la meilleure des manières, parce qu'ils sont vraiment dans un bain où tout le monde est là pour ça. T'as Angoulême aussi, en vrai. Si on doit faire un comparatif, ce serait Angoulême aussi. Mais Japan, t'as vraiment un public cible. Et si tu sors un manga ou si tu te lances dans le manga, c'est là qu'il faut être. C'est the place to be, vraiment. Très bien. Bah écoutez, moi les réponses me vont. Maintenant par contre, il y a un truc, si je voulais juste revenir un petit peu avant de passer à la deuxième partie, bon ça s'imbrique un petit peu, mais est-ce que on a eu un véritable impact du côté du manga français grâce à la Japan Expo? Dans le sens où, pendant des années, ça a été quelque chose qui a été un petit peu stigmatisé de manière pas trop cool quoi. Là aujourd'hui, moi je me rappelle quand même que déjà en 2019, commençait à y avoir une vraie évolution autour du manga français. Et là, l'année dernière, j'ai eu l'impression que c'était littéralement un renouveau complet et qu'il y a eu une quantité de personnes pour tous les mangas français quasiment. Enfin, j'ai trouvé ça assez hallucinant quoi. Timothée, je sais pas ce que t'en penses toi, qui a pu voir justement l'évolution au fil des ans. Mais j'ai vraiment l'impression que là, sur les 2 dernières années, Japan Expo, ça a quand même permis une exposition au manga français. Oui, alors il y a différents facteurs à prendre en compte, je crois. Tu as de toute façon déjà l'évolution du marché du manga qui a été énorme ces dernières années, où il y a un gros boom, où il y a une nouvelle génération de lecteurs qui est arrivée, donc tu as un public qui s'est énormément élargi. Ouais. Et tu as aussi, de la même manière, une proposition d'auteurs qui s'est démultipliée au fil des années. On reçoit beaucoup plus de projets qu'avant. Le nombre d'aspirants auteurs qui viennent à Japan pour essayer de rencontrer les éditeurs, ça ne fait que s'accélérer à ce niveau-là. Et après, c'est vrai que nous, l'année dernière, on voulait mettre l'accent sur la création. Donc on a débarqué avec 4 nouvelles séries. Et là où il y a quelques années, on était venu avec Elsa et Save Me Pity. On avait bien fait les choses. Il y avait un temple dédié à sa série sur le stand, mais il n'y avait qu'une autrice. Là où aujourd'hui, on a des équipes d'auteurs. Donc c'est là où effectivement il y a peut-être cette sensation d'accélération dont tu parles. Ok. Donc il y a quand même aussi donc, du coup l'impulsion des éditeurs quoi. Il n'y a pas que... Oui, parce qu'effectivement on n'est pas les seuls à s'être davantage investi peut-être sur la création que par le passé. En vrai le truc aussi, qu'on peut rajouter, c'est que en tant qu'auteur, c'est l'endroit où on se retrouve tous. La première fois que j'ai rencontré Cap, c'était ici. Il y a plein d'auteurs, on se rencontre là et c'est hyper stimulant en fait. Donc que l'évolution du manga soit faite par les éditeurs, on est de plus en plus mis en avant par le boom qu'il y a eu. C'est énorme, mais il y a aussi ce truc en fait, sur les réseaux sociaux on se connaît, mais on se croise vraiment ici. Et en fait c'est hyper stimulant quand on repart tout le temps avec l'envie de faire de nouveaux projets, de s'améliorer et tout ça. Donc ça, je pense que c'est hyper important pour ça donc aussi. c'est vraiment entre guillemets, c'est un peu le temple finalement pour pouvoir faire les connexions, se découvrir aussi. Et puis surtout en fait, je pense demander aussi l'avis de professionnels, ce genre de choses-là. De toute façon, et c'est ça sur la création qu'il faut qu'on arrive à créer tous ensemble, c'est créer une dynamique vertueuse et que les auteurs se parlent, échangent entre eux. C'est comme ça que les choses vont avancer et progresser. Ça s'est passé comme ça en BD en franco-belge. Oui, bien sûr. Et il fallait que les auteurs se parlent, se rencontrent et constituent parfois des groupes pour on fait avancer le schmilblick. Bon, mon très cher Cab, on va passer un petit peu, mais on va rentrer dans le vif du sujet autour de la création française. Moi, j'aimerais donc juste que tu nous fasses un petit résumé de qui tu es et de ce que tu fais pour Onera, parce que les gens ne savent pas forcément qui tu es ou ce qu'est Onera, et je pense que c'est important que tu fasses un petit résumé rapide. Du coup je m'appelle Cab, je suis donc le scénariste de la série Onera qui compte 3 tomes à l'heure actuelle chez Kana et donc le 4e sortira en fin d'année. Et en fait, Kana est donc l'un des fameux projets dont Timothée parlait qui sont sortis l'année dernière, un mois avant Japan Expo. Donc nous, c'est vraiment, on considère presque Japan comme une date de lancement, tu vois. Et qu'est-ce que je fais dessus ? Je fais beaucoup de trucs au-delà du scénario. Kana nous a permis en fait de regrouper tout ce qu'on fait autour d'un site qu'ils ont eux-mêmes créé. Et à l'intérieur, on a une carte interactive, on a des romans, une série audio, on fait plein de choses. Et on a appris récemment que Onera allait être renouvelé. Et on est très très content parce que c'est une aventure qui va continuer dans le temps, quoi. Et pour rajouter
Cab est aussi un énorme moteur sur la série en termes d'apport d'idées, de projets. La bande son. La fameuse playlist. La playlist, c'est lui qui est venu avec cette envie-là et il nous a convaincus. Il s'est dit, bah ouais, chouette idée. Et c'est lui qui a fait le contact avec Hamzo. Enfin, voilà. Donc il est scénariste évidemment, mais il porte sa série. Ouais. Et c'est important pour un éditeur d'avoir ce ping-pong, ces échanges avec les auteurs. Évidemment. Il n'y a pas meilleur qu'un auteur pour trouver les bonnes idées pour défendre sa série. Bah, en tout cas, moi je trouve ça grave cool de voir en fait déjà que toi tu prends possession du truc, tu vois. Tu laisses pas ce truc juste, t'es le scénariste, tu laisses faire après derrière le dessin machin et basta. Non, t'as envie de t'impliquer dans ta série, je trouve que c'est ultra important parce que quand tu t'impliques dans ton projet, généralement, ça ne peut que le porter le plus haut possible en vrai quand tu penses. Mais il y a ça et puis il y a une inspiration parce que Federica qui fait les dessins est au moins autant passionnée que moi par le projet, elle a autant d'idées que je peux en avoir, mais surtout, tu parlais de cercle vertueux tout à l'heure, mais il y en a un ici aussi, c'est que jamais Kana a essayé de nous arrêter quand on a proposé un truc, même des trucs qui sont absurdes, parce que le roman qui est donc sorti cette année, je l'ai proposé en 2020. Et Kana m'avait dit ok, pas tout de suite, mais ok. Et en fait, le fait de ne pas avoir de frein et que Kana soit friand justement de nouvelles idées et qu'ils investissent, parce que c'est quand même un coup, une série française, qu'ils investissent dessus pour faire des choses, on rentre dans quelque chose où tu sais que les idées que tu peux avoir vont être concrétisées par un éditeur bienveillant. Et ça, c'est quand même très très chouette. On va passer à toi, Johan. Donc du coup, tu nous as parlé un petit peu de Silence, mais est-ce que tu peux peut-être un petit peu nous parler un petit peu plus de toi, sur ce que tu as fait avant d'arriver justement à ce projet et qui se concrétise enfin? Alors, en gros, parcours. Et 2015, je fais une BD en auto-édition. Ouais. Ça s'appelle Sois heureux ou mort en essayant. Ensuite, je signe chez Ankama J. Sherlock avec un ami qui s'appelle Jim Bishop. Immensément talentueux. Extraordinaire, Jim. Et du coup, on fait cette histoire qui malheureusement trouve pas son public, donc elle est arrêtée. Et j'ai fait une autre série avant Silence, qui n'est pas sortie malheureusement. Et tout ça, ça m'a permis de questionner, on va dire, le médium BD, manga, et d'en arriver à ce que je fais sur Silence. Je l'espère est le plus pointu de ce que j'ai réussi à faire jusqu'ici. Ouais. Et voilà globalement le parcours quoi. Ok, très bien. Donc du coup, finalement le manga quoi. Après la BD, on arrive au manga. Ah, on y arrive, on y retournera peut-être. C'est des formats, faut s'amuser dans chaque format. Bien sûr. Chaque format a un truc intéressant à apporter et finalement ça reste pas si éloigné quoi. Il y a des codes qu'il faut bien saisir, sinon on perd des gens. Mais sinon... Bon, ça reste quand même deux trucs qui s'entremêlent très facilement. Mais on a un exemple qui est juste là de toute façon. Donc on va pouvoir en parler dès qu'il sera là. Ok. Du coup, on va rentrer sur un truc que je trouve assez intéressant parce que on a parlé évidemment de l'impact aujourd'hui du manga français, mais moi j'aimerais qu'on revienne notamment avec toi Timothée un petit peu de la difficulté que tu peux avoir à t'imposer justement sur un marché dédié au manga et tu arrives avec ton manga de création française. Comment est-ce que justement tu braves ces trucs-là et comment tu le mets en avant alors qu'aujourd'hui on est inondé en fait de mangas constamment? Déjà quand tu as une chef comme Christelle qui est éditrice à la base et qui a cette envie de pousser la création depuis le début, déjà en interne c'est plus facile. Tu sais que tu vas avoir une oreille attentive quand tu débarques avec des projets en création. Et elle connaît bien les difficultés qu'on va rencontrer. Et parce qu'effectivement, contrairement à une licence japonaise qui généralement quand elle arrive en France, les gens en ont déjà entendu parler au préalable. Et donc nous, on doit, sur la création, essayer de contrecarrer ce handicap qu'a la création par rapport aux licences japonaises. Un des éléments qui aide, c'est que on a le contrôle, on peut imaginer différentes choses sans se prendre un non, c'est pas possible. Un mur de la part des ayants droit ou soit de la prépublication en numérique, comme on l'avait pu faire avec Mangayo sur les créas de l'année dernière. Tu as les auteurs avec toi sous la main, donc ils vont pouvoir faire des tournées dédicaces tout au long de l'année, être présents en salon. Et donc ça se construit sur le long terme et pierre après pierre pour que le bouche à oreille fonctionne. Mais c'est vrai que
faut pas se le cacher. On part avec un handicap face à mine cette de rien. pléthore de titres qui sortent toutes les semaines. Alors, justement, toi, Cap, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est quand même loin d'être facile, quoi. On est sur vraiment un marché qui aujourd'hui, certes, a explosé, mais qui est quand même vraiment bouché, quoi. Qui est bouché, oui, mais après le truc c'est que il y a tellement d'opportunités qui s'ouvrent jour après jour, il y a tellement d'éditeurs qui se lancent là-dessus, hein. Jamais je pense que j'aurais imaginé que Kana sorte 4 séries de mangas français comme ça en moins d'1 an, ce qui prouve que les éditeurs commencent à parier dessus, et je crois que, on en parlait la dernière fois dans une autre émission tous les deux, mais je crois que les Japonais aussi commencent à lorgner du côté de ce qu'on fait, parce que eux ils ont digéré des codes mais ils les réutilisent sans cesse, et finalement peut-être qu'ils sont arrivés à tourner en boucle, et que nous en France, avec l'apport de la BD, avec même la digestion des codes, hein, Johan, toi et moi on fait partie de la même génération, de la même manière que Gero, Senshi, etc., parce qu'on se connaît tous un petit peu de base, on a tous été amateurs, on a tous évolué ensemble. Je pense qu'on a compris les choses là où les Japonais, par contrainte éditoriale ou contrainte de public, parce que publication magazine, etc., ont peut-être pas l'occasion de s'affranchir de certains codes, là où en France nous on peut. Et je pense que les éditeurs l'ont compris aussi, et qui savent qu'il y a peut-être des pépites à trouver autre part qu'au Japon, dans un marché qui finalement peut s'ouvrir. Parce que le marché est bouché au Japon avec les licences, etc. Mais en France, je pense qu'il y a plein de petits trésors à trouver, et que Kana a fait le bon choix justement d'investir dessus. Ouais. Et de toute façon, c'est là où un des éléments pour qu'on se démarque au niveau de la création, c'est les histoires que vont apporter les auteurs français. Ils vont nous proposer des histoires que ne proposeront pas les auteurs japonais. Bien sûr, évidemment. Et donc c'est ça aussi qui est un des atouts, une des forces de la création. C'est qu'on va avoir des histoires auxquelles un auteur japonais ne pensera pas, parce que c'est pas dans sa culture, c'est pas dans ses références. C'est parce qu'un japonais, une japonaise ne vit pas la même chose qu'un français, qu'une française. Donc ne serait-ce que dans sa vie au quotidien. Donc c'est là où il va y avoir des coups à jouer au niveau histoire à raconter. Ouais. Et toi justement, puisque tu es passé de la BD au manga, comment tu vois justement aujourd'hui le manga français en tant que tel? Parce que mine de rien, moi j'ai quand même l'impression que le manga français commence à faire sa place, quoi. Moi je pense que déjà en France on est encore trop barricadé, quoi. Genre il y a manga français, il faut que ce soit en noir et blanc, etc. Il y a des codes qu'on récupère du Japon, qu'on n'a pas encore éliminés. Je connais des auteurs qui sont en BD qui pour eux font du manga mais juste en couleur, sur un format plus grand. Mais leur narration, leur code, etc. Ça s'est pris au Japon, quoi. Donc c'est totalement pris au Japon. Là, ça reste, je pense, un travail à faire aussi, savoir où est-ce que on veut aller vraiment en termes de manga, de création, etc. Est-ce que on veut justement intégrer cette diversité qu'on a déjà en France, notamment dans la BD. On a quand même un style graphique et des narrations qui est quand même peut-être le plus varié au monde, quoi. Si tu regardes par rapport aux États-Unis, c'est hyper intéressant. Et pour l'instant, dans le manga, quand on parle de manga, on parle format manga. On n'en est pas encore là, mais je pense qu'il faut qu'il y ait plein de mangas comme Onera, comme d'autres mangas qui fassent leur preuve, qui trouvent un public, pour que, au fur et à mesure, on arrive à dire, ok, en fait, on peut faire du mainstream, mais avec d'autres codes que les Japonais, aller plus loin. Pour l'instant, vaut mieux pas prendre le risque, parce que c'est un marché qui est compliqué. Faut réussir à rendre les gens curieux, sachant qu'au Japon ils ont les animés, au Japon ils ont les jeux vidéo, machin et tout. Donc, pour rendre les gens curieux, faut aussi leur tendre la main et pas trop leur montrer un truc qu'ils n'ont pas trop l'habitude, quoi. Sinon c'est compliqué aussi, je pense, quoi. Ouais. C'est là où il faut aussi qu'on compte sur les fans de manga, et vraiment le cœur de cible qui lit du manga depuis des années et va avoir peut-être une envie, une curiosité vers d'autres propositions éditoriales. Là où les gens qui sont peut-être plus loin du manga, plus grand public, voient les choses, voient les séries mainstream, et le temps qu'ils digèrent tout ça, ils vont pas tout de suite aller sur des séries plus confidentielles ou dont ils ont tout simplement jamais entendu parler. Donc c'est là où le public de Japan Expo est le bon public pour... Voilà. Par le fait que c'est déjà des aficionados qui ont lu beaucoup de choses, qui peuvent donc du coup transitionner. Exactement. Très bien. Alors, du coup, on revient quand même sur les choses qu'on a plus ou moins
évoqué sur les premières minutes et autres, mais comment en fait tu mets du coup le manga français à l'honneur, par exemple à une Japan Expo, en ramenant évidemment les auteurs, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils promotionnels qu'on peut utiliser? Moi je sais que j'ai vu là sur le stand Kana que vous avez mis un bouquin énorme avec plein de couvertures de manga, et j'ai vu qu'il y avait Onera dedans. Est-ce que ça c'est l'un des outils, ne serait-ce que pour que ça rentre dans l'inconscient collectif? Oui, bah alors nous c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas de ne pas mettre les mangas en création dans une case à part Bien sûr. de la production japonaise. Non, c'est voilà, Onera avait sa place dans notre label Darkana, on l'a mis dans ce On le label. laisse en tant que Darkana. Ouais, Exactement. Il n'y a pas de raison. Si on veut pas faire de différence, faut pas que nous-mêmes on commence à en faire. Bien sûr. Alors, on nous dit nos portefeuilles sont aussi limités avec trop de publications. Pensez à nous aussi. Faut bosser plus. La pire réponse de l'humanité, tu sais. Traverser la rue, les mecs. En vrai, non mais en vrai, traverser la rue, les gars, il y a du travail. Hein, c'est bon, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, mais en vrai, je pense qu'effectivement, il y a une fréquence qui est très soutenue maintenant, mais en fait, aujourd'hui, tu vois, au vu de ce qui sort, limite, je serais beaucoup plus tenté d'aller supporter un auteur français qu'aller supporter un auteur japonais que j'ai déjà vu 33 fois entre guillemets, tu vois. Je sais pas. Est-ce que ça fait pas partie du fait que tu lu beaucoup de mangas déjà? Ah si, c'est sûr et certain. Je pense que effectivement cette curiosité et tout, elle vient au fur et à mesure. Ça viendra avec le temps aussi. Les lecteurs, ils ont toujours un truc au début, ils veulent lire comme les copains, à l'école, machin et tout, et puis après ils se disent, en fait c'est pas grave si j'ai pas lu le truc le plus mainstream, j'ai des goûts, je kiffe tel ou tel truc, maintenant c'est ça que je veux lire, et ils partent là-dessus, donc je pense que c'est le parcours d'un lecteur classique, quoi. Et je trouve que Dreamland a eu ce chemin-là. Ah bah oui, clairement. Dreamland a eu une portée qui était tellement grande en France que, tu sais, de fait, vu qu'il était le premier et tout, il a eu une espèce de valeur étalon, et tout le monde a commencé à lire Dreamland, et du coup, moi je me souviens qu'à dos, même dans la cour de récré, il y avait ce truc avec Dreamland, parce que Montpellier à côté, etc. Tu vois, mais Dreamland a bénéficié de ce truc-là, et à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles il a maxi fonctionné, c'est que il y a eu ce côté bouche à oreille qui s'est fait de premier manga ou de manga à lire impérativement, quoi. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. Eh bien, écoutez... et puis Renaud a tourné en convention, il a fait les Japan Expo, il a été au contact du public. Ouais. Mais très auteurs, rapidement même d'ailleurs. Les auteurs, ils prêchent la bonne parole, bien sûr. Et auprès... voilà, dans des conventions comme type Japan Expo, mais aussi auprès des écoles, des bibliothèques. Et c'est là où tu touches à un autre public, tu élargis l'audience, et pour que les gens comprennent ce que c'est que le manga, et oui, il y a des auteurs derrière et qui peuvent être français. Justement, en parlant d'auteurs, on va pouvoir faire rentrer Jérôme Alquier qui nous rejoint pour cette petite session. Bonjour Jérôme. Et salut. Comment ça va? Ça va bien, j'ai plus de voix, mais ça va. Oui, mais ça c'est normal, c'est une Japan Expo. Tu étais au karaoké, tu nous as dit que tu étais en dédicace, mais tu fais des karaokés, c'est ça? Non, on a fait une petite soirée hier soir. Ah bon? Oui, bon, c'est... C'est Timothée qui t'a embarqué toi aussi, on est d'accord? Ouais, carrément, ouais. C'est toujours de la faute des éditeurs, de toute façon. Voilà. Timothée, il dit que les auteurs finissent jamais à temps, alors voilà. Ouais. Donc Timothée, je lui parle plus jusqu'à demain au moins. On est ensemble. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour tous ceux qui ne te connaissent pas forcément, vu que tu viens d'arriver, et après on renchaînera directement sur la création française. Allez, pas de problème. Jérôme Alquier, 48 ans. Ça veut dire que je suis né en 1975, à l'époque où les premiers dessins animés sont arrivés en France, premiers dessins animés japonais évidemment, sont arrivés en France, la vague de Récréa 2, Goldorak. Donc Goldorak évidemment. Évidemment, je pense qu'on a dû en parler, je vois pas mal de BD sur la table. Évidemment Albator aussi, dont on va parler. J'espère que vous n'en avez pas parlé avant moi. Non. Oh, non, parce qu'on se concentrait un petit peu sur le manga, tu vois. Ah, okay. Bah ouais, forcément. Voilà, tous les premiers dessins animés, donc moi j'ai été nourri de ça, mon imaginaire en tout cas. Après il y a eu la deuxième vague avec le Club Dorothée. Et j'ai pas du tout un parcours artistique, moi j'ai rien à voir, mais j'ai toujours dessiné, j'ai toujours rêvé de pouvoir peut-être un jour en faire mon métier. Et voilà, depuis une vingtaine d'années c'est le cas. Pour notre plus grand plaisir. T'es gentil. Ah, c'est beau. Attends. Merci. Et donc les séries phares qui ont marqué ma jeunesse, c'est évidemment Senseiya, et mon adolescence, voire mon début d'âge adulte, c'est Albator. Donc aujourd'hui, avoir la possibilité de faire des BD avec les éditions Kana, qui sont en plus des éditeurs français de ces séries-là, et de partager comme ça
le fait d'être un auteur au sein de la famille Kana avec Cab, qui est évidemment un excellentissime scénariste, je suis ravi d'être avec vous. Ah, c'est beau. Franchement, ça fait plaisir d'entendre ce genre Ça allait comme présentation, de là choses. Ça fait C'est plaisir. parfait, c'est parfait. Ok. Non, mais Alors, on va pouvoir revenir avec toi aussi, hein, mais on parlait un petit peu de justement, maintenant de la volonté de Kana de justement proposer toujours plus de créations françaises. Justement, il y a Silence qui sort bientôt. On sait que les BD classiques, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. On sait que Goldorak et Senseiya, ça a été un succès assez retentissant. Albator, j'avoue que moi j'en ai un peu moins entendu parler parce que je suis peut-être un peu moins fan de cette licence-là, mais je sais que les deux, pour avoir eu pour en avoir eu 4 des 5 sur un plateau, c'était quand même bien électrique. Donc pour le coup, on en a bien parlé déjà, mais moi je suis assez curieux de justement toi avoir un petit peu ta position là-dessus aujourd'hui. C'est comment tu vois justement la création française basée autour du manga, parce qu'on est quand même donc du coup sur un reformat puisqu'on passe d'un manga à une BD, mais à côté on a aussi typiquement Johan qui passe d'une BD à un manga. Toi, comment tu vois justement l'évolution du style français dans ce carcan-là? Oh là là, donc c'est une émission de combien? De 4h30, c'est ça? C'est 4h30 d'émission en non-stop. Okay. Alors je vais te la faire très très courte. On est pour certains, alors vous êtes plus jeune que moi, je pense toi aussi, mais on a grandi avec les dessins animés des années 80 et du coup on s'est vraiment... on a puisé à l'intérieur de cette manière de dessiner et on a appris comme ça. En 90, Timothée est ici présent pour les éditions Kana. Les éditeurs qui ont essayé d'implanter le manga en France se sont heurtés quand même à beaucoup de gens qui pensaient différemment, qui pensaient que le manga c'était pas un art, que ça méritait pas de figurer dans une librairie, etc. Et donc il y avait vraiment cette difficulté 80-90 de pouvoir faire exister le manga. Mais ça n'empêchait pas tous les jeunes auteurs qu'on était, voire des ados ou des plus jeunes pour certains, de se nourrir de ça et d'aimer ça. Oui. Et on a fait une sorte de levée de bouclier dans les années 90, lancée avec les éditeurs papier, pour vraiment faire en sorte qu'on montre à tout le monde que non seulement la France aimait le manga et que les auteurs puisaient énormément là-dedans, mais aussi que c'était un art qu'il fallait reconnaître. Bien sûr. Voilà, Miyazaki a été beaucoup aussi avec les films. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a toute une génération d'auteurs, mais pas que, mais toute une génération d'auteurs qui ont puisé là-dedans et qui ont envie de s'exprimer avec ce médium-là, quoi. Et c'est génial parce que en face, on a des éditeurs qui ont un peu la même manière de penser, des journalistes aussi, parce que l'air de rien, on était ridicule à la télévision dans les années 90, et aujourd'hui on est invité de plateau télé pour parler de manga. Chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a même 10 ans encore. Hein, ou alors pour se foutre de notre gueule chez Ruquier, tu vois. Et donc tout le monde a évolué en termes de mentalité, et aujourd'hui ça permet comme ça de pouvoir avoir des artistes qui se sont nourris, pas que du manga, mais aussi du comics, parce que la barrière des frontières entre les différentes familles de bande dessinée est complètement tombée dans les années 90-2000 grâce à Internet, et tout le monde se nourrit de ça et a envie de s'exprimer avec ce médium-là. Et je trouve ça génial qu'il y ait autant d'auteurs. Je trouve ça aussi génial que des éditions comme les éditions Kana essaient de pousser justement les jeunes talents. Mettre les bouchées doubles là-dessus. Exactement, pour les faire reconnaître du public entier. Donc bravo à tous ceux qui se lancent dans le manga. Moi, j'aurais pas été capable de faire de manga. Je fais trop d'erreurs en noir et blanc. J'ai besoin de la couleur pour lisser un peu les choses et pour cacher certaines choses. Et c'est donc très courageux de faire très courageux de faire du manga. Après, tu peux peut-être faire du manga couleur. D'autant que c'est un code qui à la base nous appartient pas. Bien sûr. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour tous les gens qui bossent sur le format manga, et je suis ravi que tu sois de la partie avec nous avec Silence, je suppose. Non, Silence. Toi, tu sais très bien ce que je pense des dessins de Federica. On parle pas du scénar, ça n'a pas d'intérêt, mais les dessins de Federica. Le scénario, il est un peu rincé, mais ça, il faut pas le dire. Voilà, c'est 1 euro pour me faire démarrer et 1000 pour m'arrêter. Donc tu me dis, tu n'hésites pas à me faire ça quand tu veux que je m'arrête. Non, mais c'est très bien, on va pouvoir enchaîner. Okay. Tu nous as donné en tout cas un beau florilège de ta pensée, ça fait plaisir. Bon. De voir autant d'honnêteté dans le propos, clairement. Alors justement, par contre, on va revenir un petit peu sur Onera, puisque on en a parlé un petit peu en début d'émission, mais Onera a été renouvelé. Alors moi, du coup, je serais très curieux en fait d'avoir un petit peu vos deux paroles là-dessus, parce que toi, je la connais déjà un petit peu parce qu'on se parle évidemment en off, mais moi, je sais que ça a été un peu limite une surprise entre guillemets que tu as eu vraiment ce renouvellement. Comment est-ce que tu te disais, ok, là, ça se trouve au bout du 4e, je dois finir ma série.
En fait, ce qui était compliqué, c'est que j'ai abordé Onera d'une manière dont il ne faut pas forcément aborder le médium quand tu vas démarcher un éditeur. C'est que j'avais pitché une histoire à Timothée que je savais qu'il ne pouvait pas exister en 4 tomes. Et du coup, j'ai proposé à Timothée d'en faire une espèce d'origin story, une espèce de prequel, qui est donc ce que les gens liront, en tout cas, jusqu'au tome 4. Ce qui veut dire que l'histoire, je l'avais déjà en tête pour la suite et qu'on s'était dit avec Federica, on va bosser comme s'il y en avait une, sans savoir si ça marcherait ou pas. Et tout. Le fait est que il y a eu Covid, il y a eu le confinement, etc. Vous vous rappelez de ça? Covid, confinement, ouais. Okay. Il y a eu ça tout va, on ça. s'en rappelle tous, je pense. Et du coup, on savait pas trop comment le marché allait évoluer là-dessus. Moi, je partais du principe qu'Onera allait peut-être pas marcher et tout, donc. Quand c'est sorti, je restais un peu frileux. Il y avait la sortie du tome 2 qui allait confirmer ou non si le tome 1 avait fonctionné ou pas. Et finalement, quand on s'est vu en décembre avec Timothée, il m'a clairement fait comprendre que ça marchait plutôt bien et que on allait vraiment réfléchir à renouveler pas, ce qui était à la fois une surprise et à la fois une grosse pression parce que bien sûr. Tu te dis, bon bah là mon préquel, les gens ils ont aimé a priori. Maintenant la vraie histoire, celle à laquelle on a pensé, où ça va aller. Donc c'est toujours surprenant, on l'a peut-être pas encore digéré, mais en tout cas on est très cool qu'il y ait eu la confiance de Kana et surtout il y ait eu la confiance du public qui nous a suivis dans cette aventure, quoi. Alors du coup Timothée, toi comment en fait t'as pris la décision d'accepter ça? Parce que mine de rien c'est pas le truc le plus simple de voir justement de la création française renouvelée. On sait que il n'y en a pas non plus tant que ça qui ont réussi à en fait, entre guillemets passer ces premières étapes là à l'heure actuelle. Maintenant il commence à y en avoir de plus en plus, mais Onera maintenant en fait partie. Si ça fonctionne auprès du public, il n'y a pas de raison de casser l'élan et de casser les auteurs. Ça prend, on les encourage, on est là pour les accompagner. Bien sûr. Et c'est là parfois où la décision est difficile à prendre en tant qu'éditeur, mais c'est notre rôle en tant qu'accompagnant des auteurs, si un projet n'a pas pris, de dire ne nous obstinons pas, on arrête. Ça arrive, malheureusement l'édition n'est pas une science exacte, mais par contre ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais travailler avec toi et repartons sur un autre projet qui lui trouvera son public. Et donc, mais quand le projet a trouvé son public, on continue l'aventure. Là, c'est tous de go et let's go, on l'emmène jusqu'au bout, quoi. Voilà. Ou alors il faudrait qu'on se soit engueulé avec les auteurs, qu'il y ait une mésentente, qu'ils ne soient pas contents de notre travail. Ce qui peut arriver aussi pour qu'une collaboration se termine. Mais donc là, c'était pas le cas. On est ravis de travailler avec Cab et Federica. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde par rapport à où est-ce qu'on veut emmener la série, ce qu'on veut raconter, comment le faire. Donc allons-y. Et si je peux me permettre une toute petite remarque par rapport à ça, j'ai eu l'expérience de me trouver justement dans la peau d'auteurs qui n'ont pas réussi, qui ont échoué à certains projets. Et donc c'est très dur. J'entends tout à fait ce que dit Timothée par rapport au fait, la difficulté de l'éditeur de dire à l'auteur en face, désolé, ça marche pas, quoi. C'est pas que ton travail est pas bon, c'est pas, parce que sinon on l'aurait pas édité. C'est pas que, c'est juste que voilà, il faut qu'à un moment ça rencontre son public, il faut que les étoiles soient bien alignées. Et comme tu dis, s'il y avait une recette magique, tout le monde l'appliquerait. C'est difficile et pour les auteurs c'est encore plus difficile parce que c'est leur bébé et puis le temps d'investissement, vous avez bossé dessus pendant des mois. L'éditeur vit avec toutes les séries qu'il publie, l'auteur vit avec la seule série qu'il produit, quoi, quasiment. Bien sûr. Et donc il vit au quotidien et je sais que moi j'ai vraiment vécu les échecs de mes précédentes BD. Comme un deuil, quoi. C'est bizarre à dire, mais c'était vraiment ça. Bien sûr. Et en fait, faut pas s'inquiéter. C'est un message pour les auteurs qui seront peut-être amenés à être dans cette situation-là. Je vous espère le moins possible, mais c'est pas grave, en fait, parce que vous apprenez énormément d'un échec comme ça. Et vous savez comment rebondir après, et vous savez ne plus faire les mêmes erreurs. Et sachez vraiment que dans votre parcours d'auteur, les échecs vous apprennent bien davantage de choses que les réussites. Ça fait plaisir, les réussites, attention. On court tous derrière. Mais voilà, ne vous inquiétez pas s'il y a un échec, parce que ça ne veut absolument pas dire que votre vie sera un échec en tant qu'artiste. Bien sûr. Voilà. C'est ça, mais tu as utilisé le bon mot, parcours. Un auteur, c'est un parcours, c'est une carrière. Ça va durer sur des années. Et donc, souvent, il y a des auteurs qui refont la même planche pour avoir la planche parfaite. Ouais, mais si ton premier bouquin, ta première planche, elle est parfaite, comment tu passes à la suivante ? Comment tu passes au bouquin suivant ? Il faut vraiment être dans une perspective de progression, d'évolution.
c'est une carrière qui se construit. Ouais. Alors, justement, toi, Johan, qui est passé donc de l'auto-édition à quelque chose carrément là de concret. Toi, comment tu vois justement ce genre d'engrenage-là? Parce que je suis curieux, quand tu passes vraiment d'une auto-édition à justement un travail avec un éditeur, ça doit quand même vraiment changer la vie sur beaucoup d'aspects. On en discutait, je crois, hier. Il y a un truc, quand on bosse tout seul, en fait, les idées, elles se réalisent comme on a envie de les réaliser. Bien sûr. Il suffit juste qu'on trouve les moyens, mais on est limité parce qu'on est tout seul, quoi. Avec un éditeur, ça te met des fois plus de temps à mettre en place, il y a plus de contraintes, mais en fait, c'est tellement plus gros, il y a tellement plus un lectorat plus gros, une mise en avant plus gros, même en termes d'édition, il y a des trucs c'est tellement agréable de se dire, ok, moi je me décharge d'appeler l'imprimeur, de savoir s'ils ont du papier, qualité de papier. Ça, c'est toute la partie du taf que je laisse à l'équipe de Kana. Et même faire la promotion du tome et tout, on peut se concentrer sur vraiment qu'est-ce que c'est, l'histoire que j'ai envie de raconter, comment je veux la raconter. Ouais. Et ça, en tant que créatif, c'est la plus agréable d'arriver, mettre les pieds sur la table et dire voilà, maintenant c'est... je crée quoi. Ouais, en fait, ça te laisse le workflow beaucoup plus libre sur le long terme en fait. C'est un gain de temps en fait finalement pour. Pas forcément un gain de temps parce qu'on est sollicité beaucoup. Bien sûr. Parce qu'il y a des trucs forcément quand on bosse tout seul, il y a que nous qui gérons. Il y a des plannings à respecter. Voilà, c'est ça. Et donc des fois il y a des trucs de il faut finir une couve avant telle partie du bouquin et tout, donc ça peut casser le workflow, mais ça dégage tellement d'autres problématiques. C'est ça, que en fait c'est agréable. Et en plus quand l'éditeur ça se passe bien avec lui, ce qui n'est pas toujours le cas, là c'est un régal quoi. Eh ben écoute, merci bien. Moi je trouve ça très cool en tout cas de voir justement un petit peu les avis de 3 auteurs différents, de l'éditeur qui nous donne un côté peut-être un peu plus... en fait, toi, tu es obligé d'avoir un avis un peu plus concret sur la chose, d'avoir une vision un peu plus réaliste, parce qu'à un moment, si ça fonctionne pas, tu es quand même obligé de le dire, tu es quand même obligé de trancher. Hein. Ça reste une société qui ne peut pas et encore une balancer fois, de l'argent comme ça. Je pense pas que ce serait rendre service à l'auteur que de le laisser continuer sur une série qui n'a pas rencontré qui va pas son dans public. Un truc correct. Autant que, c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est sans doute très dur à vivre pour l'auteur. Je dis sans doute parce que je ne le vis pas moi en tant qu'auteur. Bien sûr. Je sais que c'est extrêmement désagréable comme conversation à avoir avec un auteur que de lui dire... je me doute bien. On arrête. Mais voilà, il faut réussir effectivement à rebondir. Et retourner sur une autre histoire, un autre projet. Encore une fois, vraiment l'édition, il n'y a pas de recette miracle, donc c'est pas parce que si cette histoire-là va pas marcher que ça veut dire que toutes les histoires que vous allez écrire, créer, ne rencontreront pas leur public. Ouais. Alors justement, en parlant de rencontrer son public, Jérôme, j'ai une question un petit peu pour toi qui feuillette justement Silence. Et je trouve ça super beau, bravo. Mais d'ailleurs, tu peux montrer le shikishi qui est juste là. Tu nous as fait un petit... Attends, je vais le prendre. Il nous a fait un petit shikishi en live, les gars. Wow. C'est quali. Hein. Ça va, il y a un petit niveau, quoi. Il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Il est peut-être à gagner tout à l'heure dans l'émission. Et celui de Cap, il est où ça? Moi, tu sais que moi, je rêve de voir Cap dessiner. Hein. C'est mon rêve depuis que je le connais. Alors attends, j'ai une anecdote. Hier, il y a une demoiselle qui est passée sur un stand pour que je lui fasse un dessin. Je lui ai dit que je savais pas dessiner. Elle nous a fait faire à Federica et moi un mouton. J'ai fait un mouton et elle m'a dit dimanche je reviens, je me le suis fait tatouer. J'espère que c'est faux. Dimanche prochain. Mec, dimanche demain. Tu sais que c'est probablement pas faux du tout. Si c'est ça, mais j'ai très peur parce que je vais pas vous montrer parce que j'ai la photo, mais c'est un délire. Il vaut mieux que tu les suives après fais voir, de le dessiner, non? Tu as trop parlé, Cab. Tu es obligé de le montrer. Ça se trouve, elle regarde le live là. Et elle réalise que c'est une mauvaise idée. Je vais recevoir un message. En fait, elle l'a déjà tenté sur le corps et là, elle est en mode oh mince. Est-ce que je vais l'avoir? Bon, pendant que tu cherches, je vais te poser quand même la question du coup. Toi qui, comme Timothée, a pu voir un petit peu le truc évoluer, toi justement, comment tu vois l'évolution du manga et de la BD, de la création française dans tout ce registre-là? Est-ce que tu trouves que ça va dans le bon sens? Et est-ce qu'à un moment, il va y avoir l'explosion du plafond de verre? C'est déjà le cas, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus
Ah oui. Non mais si. En parce vrai, que- ça va. Ça dépend où elle le fait, quoi. Oui, mais il y a une notion. Oui, mais moi je suis scénariste en Moi, fait. je le donc trouve il y a pas de. exceptionnel. Voilà. En vrai, ça va. Bah c'est. Ouais. En vrai, en tatou, c'est marrant en vrai. Ah ouais. Moi, je pense que premier degré en tatou, c'est marrant. C'est vrai. En vrai, moi, je m'attendais à pire. Hein. Federica, t'es viré, je deviens dessinateur. Alors peut-être Calmos. Ouais, L'éditeur a aussi son mot à dire dans l'histoire. J'allais dire, là, je suis vraiment pas sûr. Ok. frère. Je t'aime beaucoup, hein. Je te soutiens depuis le début. Fais pas cette erreur. Bon, bah, je regrette. Donc oui, pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie. C'était quoi la question? Oui, Le c'était plafond le de plafond de verre. verre. Ouais, le plafond Il de y en verre. a de plus en plus des auteurs et ils sont de plus en plus reconnus. Je sais pas pour tes confrères, je peux pas parler pour. Je vois que Kana, vous mettez vraiment les bouchées doubles pour dénicher de nouveaux talents. Je ne sais pas ce que font vos confrères, j'allais dire concurrents, vos confrères éditeurs, mais on sent bien que de plus en plus de gens aujourd'hui. De plus en plus de jeunes, moi je fais beaucoup de cours avec les enfants. Ouais. Je vais dans les primaires, je vais dans les collèges, etc. Trop bien ça en vrai. Donc ouais, c'est super chouette, on leur apprend les rudiments de la BD, on leur fait faire un petit strip de 3-4 cases et tout, on leur explique comment on fait un scénar, un storyboard et tout. Et tu vois en fait que de plus en plus les gamins ils dessinent de plus en plus tôt. Il y en a plein qui te disent moi je rêve de faire mangaka, et on a certainement 1 sur 1000 de tous ceux qui m'ont dit ça qui le deviendront. Mais Bien sûr. Ça devient un métier qu'on peut envisager quand on est enfant. Ouais. Nous, on nous faisait vite comprendre, à mon âge, on me faisait vite comprendre, t'es gentil. Mais je sors toujours ça parce que ça l'énerve ma mère quand je raconte ça, mais je me souviens que quand les Chevaliers du Zodiaque étaient sortis, moi je dessinais les chevaliers et sur mes cours, dans les marges de mes équations de maths. Et elle me disait mais arrête, résous tes équations de maths à droite et arrête de dessiner les chevaliers si tu crois que tu vas gagner ta vie en dessinant des chevaliers du Zodiaque. Et c'était une phrase qui m'avait resté parce que c'était très caractéristique de l'époque. On ne gagne pas sa vie en étant dessinateur ou je ne sais quoi d'autre. Et en fait aujourd'hui, je crois que de plus en plus de gens percutent que oui c'est un métier, oui c'est possible de pouvoir en vivre. Et il y en a de plus en plus qui se présentent. Je suppose que tu as dû en parler, mais Kana reçoit de plus en plus de dossiers, ce qui preuve que des gens ont le courage, Bien parce sûr. qu'il faut du courage aussi, hein, de montrer ce qu'on est capable de faire, parce qu'on sait Et en qu'on est plus, limité quand être on a... capable de monter un dossier Voilà, et tout, on se c'est rend ça. pas compte. Et- Mais c'est quelque chose qui Et est loin je d'être facile. comprends en même temps aussi la remarque que te faisait ta mère à l'époque, parce que c'est pas un métier facile, auteur. Comme tu dis, c'est 1 sur 1000, et avant de réussir à vraiment pouvoir en vivre, il y a toute une phase galère qu'il faut pas non plus cacher ou évacuer. C'est pas facile comme métier. Tu deviens pas vendeur de best-seller du jour au lendemain. Donc en tant que parent, je me doute bien que tu te dis ouf. Alors c'est peut-être C'est- un truc qu'on peut rajouter, c'est que ceux qui font de la BD, ils ont plein de compétences ailleurs aussi. Et pour savoir faire du BD, il y a moyen de bosser dans l'animation, dans l'écriture de script, etc. Ça demande tellement de compétences que si jamais il y a des gens qui veulent faire de la BD et tout, qui passent une passe un peu compliquée, en fait, il y a des tafs dans d'autres milieux un peu annexes qui sont envisageables aussi. Pas se contenter tout le temps de faire de la BD, dire bon bah là j'ai un creux, peut-être potentiellement aller voir, donner des cours par exemple, ça se fait beaucoup. Ouais. Et, donc voilà, garder en tête que ok, l'objectif c'est de faire de la BD, de vivre de la BD, mais faire de la BD ça permet pas forcément d'en vivre au début, même peut-être pendant plusieurs années, mais il y a toujours moyen de dire ok c'est mon taf de faire de la BD, mais à côté je peux rapporter avoir des ces thunes. trucs à côté c'est pour ça. me stabiliser, bien sûr. Alors il y a ça, et puis vous parliez de parcours tout à l'heure. Je pense qu'il faut absolument pas aborder comme comment dire, un but, l'édition, de se dire ah je suis édité, ça y est j'ai réussi. Non, tu as fait un pas, maintenant il va falloir en faire un deuxième, un troisième, etc. Et c'est vraiment de comprendre que c'est vraiment mettre le pied sur un chemin et pas avoir atteint une destination quoi. Mais en Et fait- je pense en fait- qu'il y en a- Vas-y. Tu sais, moi j'ai l'impression que genre quand tu es édité, en fait c'est juste au contraire, c'est le premier pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord, t'as fait pendant 4 ans pour faire ton dossier, faire ton truc, faire ton histoire. Mais en fait, le vrai moment décisif, C'est maintenant. c'est maintenant quand tu commences à signer ton truc en fait. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ouais, mais c'est ça. C'est ce que disait Denis Bajram, donc un des auteurs de Goldorak, lors d'une discussion. Il disait oui, l'important c'est de réussir à durer. Ouais. Et pas juste de signer le premier contrat, c'est de continuer à être auteur sur la durée. Alors, maintenant, il y a aussi un autre aspect qui commence à pointer le bout de son nez en France à travers toutes les créations françaises, c'est l'animation. Il y a notamment Dreamland avec ADN qui arrive bientôt. Est-ce que c'est justement
une porte d'entrée à terme pour le manga de création française ou la création de BD autour du manga. Moi, j'avoue que c'est un truc, j'ai du mal en fait à vraiment voir le long terme de ce truc-là. Parce que moi, par exemple, tu me dis, ok, bah dans 2 ans, t'as cette BD Goldorak là, elle est adaptée en animé. Et honnêtement, elle pourrait de fou. Le scénario, il est zinzin, et moi, je kifferais voir cette histoire-là animée, tu vois. Comment est-ce que justement vous voyez potentiellement ce genre de choses-là? Est-ce que, j'en sais rien, si Onera à un moment est adapté en anime, est-ce que c'est quelque chose qui peut amener à une explosion de vente, tu vois? Alors, sur l'explosion des ventes, tu le sais jamais à l'avance, mais force est de constater que généralement ça a un effet positif sur les ventes quand une série est déclinée en dessin animé. Après, ça va dépendre aussi de où est-ce qu'elle va être diffusée, sur quelle plateforme, etc. Après, alors pour les albums de la collection Classics, on n'est pas les ayants droit. On est des locataires, on nous prête en nous faisant confiance, et en faisant confiance aux auteurs, les personnages et les univers, mais là, les discussions, il faut qu'on les ait avec les ayants droit. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'on peut monter des projets pour ça? Voilà. Sur la création, où là, du coup, il n'y a pas d'ayant droit autre. Là aussi, c'est des dossiers à monter. Alors, c'est plus des dossiers d'édition, faut aller convaincre des producteurs. Ouais. Et c'est une autre temporalité, d'autres budgets qui n'ont plus rien à voir. Ah là, c'est plus du tout les mêmes budgets, ça c'est sûr. Avec ceux de la bande dessinée. Donc, ça prend du temps, mais évidemment, on y pense, on y travaille. Parce qu'on a bien vu comment le Japon avait extrêmement bien réussi à faire ça. Décliner un support, un manga de base qui va être décliné en dessin animé, en jeu vidéo, et comment ou alors le cercle audio nourrit la licence. Et à partir du moment où on parle effectivement de licence. Mais voilà, on n'y est pas encore en France, on est dans on en prend le chemin. On prend le chemin. En réalité, je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que comparé au Japon, il faut faire bouger toute une industrie vers cette idée-là, plutôt que d'avoir une idée à chaque fois, etc., pour que ça prenne vraiment corps et que ça se fasse, on va dire, régulièrement, entre guillemets. Là, pour l'instant, l'animation en France, c'est quand même très cher, très compliqué. Et je pense déjà, avec Dreamland, on va voir ce qu'on est capable de faire et si le public est là pour ça aussi, quoi. Parce que, comme je disais, il y a quand même un certain public qui a besoin de codes... Même quand l'annonce a été faite. C'est une communauté qui est très exigeante. Voilà, c'est ça. C'est à la fois très gros soutien, plus gros soutien que dans n'importe quel médium, la BD ou quoi, je pense. Mais quand, par exemple, l'annonce de Dreamland est sortie, il y en a qui voulaient un opening en japonais, par exemple. Ouais. Donc, faudra voir ça. Sauf que c'est un animé français. Voilà, ça n'a pas de sens. Mais c'est parce que c'est des codes qu'ils connaissent. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, je pense que déjà ça va donner le ton et qu'il va y avoir potentiellement d'autres projets qui vont naître et potentiellement à terme, mais ça va prendre du temps à bouger. Enfin, je pense en tout cas que... Ouais. Non mais on est plutôt d'accord, et je trouve que c'est une bonne façon de voir la chose, qu'on n'est pas encore prêt, mais qu'on s'y dirige quand même véritablement. Ouais, je pense qu'on est à ça d'y être. Ah non mais... Je crois que les éditeurs travaillent. On sent que tout le monde en tout cas a envie d'aller vraiment sur ce chemin et commence à vraiment mettre des billes pour y arriver et atteindre ce truc-là, quoi. Vraiment, ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. On va se concentrer un petit peu maintenant sur toi, Jérôme, puisque bon... Tu représentes quand même une partie un petit peu importante de ce qu'il y a sur la table, autour des classiques. Et moi, j'ai très envie justement de parler de cette collection, donc avec Albator, Goldorak et Senseiya. Comment est-ce qu'on est arrivé justement à l'idée de mêler manga et BD et de faire des albums pareils? Timothée. C'est Christelle, encore elle, qui est à l'origine de cette collection, de cette idée. On en reparlait l'autre jour, elle me disait c'était 2013-2014, elle était à Tokyo, elle revenait d'un rendez-vous chez Toei, et voilà, l'idée est venue, tiens mais tous ces animés, parce que voilà, Christelle comme Jérôme est de cette génération qui a grandi avec des dessins animés, donc elle aussi, encore une fois, baignée par quelque chose qui nous imprime une marque tellement forte que on y revient toujours.
elle-même éditrice par ailleurs de bande dessinée, s'est dit bon là faut qu'on arrive à faire en sorte que les choses se rencontrent. Il y a un mariage à faire qui, je sens quelque chose qui peut fonctionner. Et donc voilà, elle a réfléchi à ça et puis elle a commencé à sonder un peu, je crois, les auteurs, savoir tiens, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais adapter comme licence animée, quels sont les animés qui t'ont marqué, qu'est-ce que tu imaginerais par rapport à ça. Et je passe la parole à Jérôme parce que alors moi, ces discussions-là avec Christelle. Je ne connaissais pas Christelle avant 2013. J'avais eu un peu la même démarche intellectuelle de mon côté. On avait eu en 2008-2007. On avait eu des discussions avec un autre éditeur pour adapter d'autres séries en BD au format franco-belge. Ça s'était pas fait pour diverses raisons et je pense que c'était trop tôt en fait, tout simplement. Donc là, j'en refais un. Et finalement, on s'est rencontrés avec Christelle avec une démarche et une envie qui était assez similaire. Ouais. Moi, je sortais d'un échec de BD franco-belge avec toujours la passion des dessins animés des années 80, vouloir apporter quelque chose de neuf dessus, mais avec aussi, malgré l'échec, le plaisir du médium, de l'exercice de la bande dessinée franco-belge. Et je me suis dit, j'aime bien faire de la BD, j'aime bien mes dessins animés des années 80, on ne pourrait pas faire un truc ciblé. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, dans cette démarche intellectuelle, que je croise Christelle, qui avait fait manifestement, exactement comme tu le disais, la même démarche. Et oui, ça nous a paru en fait une totale évidence. Quoi. C'était une connexion à ce moment-là qui était là. C'était incroyable parce que je me suis dit, aller vendre une idée comme ça à un éditeur, ça me paraît pas possible. Et là, je tombe sur Christelle qui était totalement convaincue parce qu'elle avait fait cette démarche intellectuelle. Et ce qui est vachement courageux pour un éditeur, parce que c'est très très novateur quand même comme idée. Personne ne l'avait eu avant. Disons que ça génial. Fallait l'assumer jusqu'au bout. Fallait l'assumer quoi. Parce que quand tu es auteur, tu as une envie, c'est facile d'avoir des envies. Quand tu es éditeur et te projeter dans le début d'une collection, parce que c'est une collection, c'est pas du tout le même trip. Donc vraiment, bravo à elle pour avoir assumé jusqu'au bout cette idée. Bravo à toi aussi quand même. Ça a été une belle rencontre et c'était autour d'Albator. J'ai montré des planches faites le week-end précédent après avoir dit que j'en avais déjà à la maison. Et puis ça s'est fait comme ça, on a bien accroché, on était sur la même longueur d'onde. Et puis force à elle après d'être allé convaincre les ayants droit, comme le disait Timothée. C'est des licences qui ne nous appartiennent pas, on est locataire. Bien sûr. Donc il fallait derrière qu'avec tout l'enthousiasme qui la caractérise, elle aille convaincre les auteurs japonais que voilà, nous en tant qu'éditeurs, on va défendre un projet comme celui-là. On a des auteurs qui sont passionnés, qui sont enthousiastes, qui ont envie de faire vivre la licence, qui n'ont pas envie de tirer la couverture vers eux, mais vers votre licence, faire briller votre licence plus longtemps dans le temps. Et c'est ça qui a, je pense, été l'élément déclencheur pour Matsumoto, en tout cas, qui en plus est fan de la France et derrière d'autres licences et lui-même auteur, donc peut-être que ça aussi a facilité à jouer en faveur de cette collection, de tomber sur quelqu'un qui avait ses droits, lui-même auteur, et qui a senti la passion et le respect de Jérôme dans ce projet par rapport à ce personnage, en se disant oui, ok, il a compris mon personnage, il va pas le maltraiter, il va pas faire n'importe quoi avec. Ok, et j'ai envie que mon personnage continue de vivre. Voilà, ça peut être une façon de le faire. Évidemment, on envoie toutes nos pensées à Leiji Matsumoto qui nous a quittés malheureusement, mais au moins son œuvre continuera de perdurer à travers le temps, et en plus de ça, avec des œuvres comme celle-ci qui continueront de transmettre l'héritage d'Albator. Et on est très heureux, et ça peut peut-être paraître prétentieux, mais très fier d'avoir fait ça avec lui. Je me doute, je me doute bien. Tu vas de quoi être fier. J'ai essayé de mettre dans chacun des albums. Il m'a accompagné pendant 4 ans en fait. Ça paraît bête à dire, c'est pas quelqu'un de ma famille, c'est pas quelqu'un que j'ai côtoyé beaucoup. On s'est croisé 3 fois à la Japan Expo, mais en 2 jours. Et pourtant, en travaillant sur ce projet-là, déjà j'étais fan, donc je connaissais le personnage depuis très longtemps. Et en travaillant avec lui, à chaque fois que je faisais un trait, à chaque fois que j'écrivais un texte, chaque fois que je colorisais une planche, il était au-dessus de ma tête, un peu, tu vois, un peu fantomatique à regarder. Et j'avais toute sa force, tous ces encouragements qu'il nous envoyait, en plus par mail. Et je suis très très heureux et très fier d'avoir pu mener ce projet avec lui avant sa mort.
On sent que ça te tient à cœur. Alors justement quand même, hein, pour revenir sur quelque chose de peut-être un petit peu plus joyeux, nous avons eu l'annonce de Captain Flamme pour 2024. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce projet ou... C'est un projet qui s'inscrit parfaitement dans la lignée de ce qui a été initié précédemment avec Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia, avec Goldorak, avec Saint Seiya, Time Odyssey. C'était encore une fois... on part d'une licence qui a marqué une génération grâce au dessin animé et on trouve des auteurs, en l'occurrence Sylvain Runberg, Alexis Talon, qui sont fans de la licence, du personnage, de l'univers et qui ont envie de raconter quelque chose, de faire quelque chose de nouveau autour de cette licence. Et donc, c'est incroyable de revoir ce héros revenir après autant d'années. Enfin, Bon, moi je suis 97, donc j'ai connu ça un peu plus tard en me renseignant. Mais c'est incroyable de voir ça, quoi. C'est vraiment... Surtout quand tu sais que à la base c'est un roman américain des années 50. C'est assez incroyable. Là aussi, voilà, dans cette idée de... on continue de faire vivre des œuvres au fil du temps, au fil des générations. C'est assez magique. C'est ça qui est assez incroyable, clairement. Maintenant, revenons un petit peu donc, du coup, sur Saint Seiya. Évidemment, œuvre incroyable de Kurumada qui a bercé bon nombre d'enfances. La voix de Bernard Minet aussi avec son générique, bien sûr. Bernard, à qui je fais un gros bisou. On fait plein de spectacles ensemble. Ouais. Il m'invite quand il fait ses tours de chant. Je monte sur scène justement quand il chante Les Chevaliers. Je dessine à chaque fois. Il fait de la pub pour Kana. On fait gagner des albums et tout. Il est cool, super, ça. Bernard. Donc je te fais un gros bisou si jamais t'écoutes. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la relation que tu avais avec Saint Seiya, puisque tu nous as déjà dit que tu dessinais les chevaliers pendant tes cours de maths. Du coup, c'est quoi? Ça a été une stigmatisation pure et dure des maths où tu t'es dit plus jamais je ferai de maths de ma vie ou... Non, j'en ai fait beaucoup encore derrière. Les chevaliers, c'est arrivé, j'avais 12-13 ans. Ouais. Et donc jusque-là, je dessinais pour le plaisir et parce que ça me plaisait bien. Quand j'ai commencé à dessiner les chevaliers, j'ai appris à dessiner en fait. Le caractère designer des chevaliers, donc pas Maître Kurumada qui a fait le manga, mais celui qui a fait le dessin animé, bien sûr. Shingo Araki, assisté de Michi Himeno, m'ont appris à dessiner d'une certaine façon, parce que c'est en essayant de copier ce que je voyais à la télé que j'ai compris l'anatomie, etc. Et donc ça a été très, très important dans mon parcours, le parcours d'artiste en termes d'apprentissage. Albator, j'avais déjà appris à dessiner. Ouais. C'était vraiment un coup de cœur, parce que je l'ai découvert après. Donc Saint Seiya, il était très présent dans mon adolescence. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Shingo Araki qui m'a fait exploser ma passion pour Saint Seiya. J'ai découvert les premiers mangas dans les années 90 avec l'importation plus ou moins bizarre dans certains magasins, mais après, enfin, l'arrivée dans des versions officielles et françaises des mangas. Découverte qu'il y avait au-delà de ce qui était passé à la télévision, il y avait un Hades, il y avait une suite à Saint Seiya et tout. Donc en fait, ma passion, elle n'a fait que augmenter sur Saint Seiya. Et quand on a eu la possibilité pendant Albator de se dire, bon, on va quand même se poser la question qu'est-ce qu'il va y avoir après Albator, parce qu'il y avait 3 tomes, et que Akita Shoten est aussi, en plus de l'éditeur de Matsumoto, est aussi l'éditeur de Maître Kurumada, et qu'on a manifesté l'envie de travailler sur Saint Seiya, ils nous ont dit, bah écoutez, si vous voulez, on peut demander à Maître Kurumada ce qu'il en pense. Ben voilà, tu sentais que le cœur il battait à fond les gamelles. Voilà. Je suis obligé de me reconnaître aussi que j'ai eu peur de ce projet-là. Parce que c'est beaucoup de responsabilités. Tu sais, moi, je dis tout souvent ça. Hein. Je suis Peter Jackson, sans charisme de Peter, qui va faire le Seigneur des Anneaux. Quoi. J'ai la chance, on me confie des personnages mythiques, emblématiques. Albator, Saint Seiya, ça a bercé des générations entières. C'est un héritage énorme. C'est un héritage. Travailler dessus, c'est un grand plaisir, un grand bonheur, une passion. Et je mets toutes mes forces dedans, je peux t'assurer, y compris mes nuits, quitte à être en retard. Mais c'est aussi une grosse responsabilité de travailler sur des licences comme ça. Non, mais il est en retard parce qu'il est exigeant. Enfin, ils sont dans cette exigence par rapport à ces personnages qu'on leur confie. J'allais dire, en fait, moi je peux complètement entendre ce propos-là parce que quand tu as ce genre de licence dans les bras, ou même, je pense, vis-à-vis de vous-même, pour vos œuvres à vous, bah, tu as envie de te dépasser au maximum et de faire le truc le mieux possible, c'est normal. Enfin, moi je peux comprendre que justement il y ait ce besoin d'exigence en permanence, même si ça peut nous jouer des tours, parce que des fois on peut effectivement un peu péter un plomb sur ce genre de choses-là, mais je pense que c'est quand même important sur ce genre de produit culturel-là, d'être exigeant évidemment, mais
En vrai, ça te fait donner le maximum. Et quand derrière, tu as la chance d'avoir ton ayant droit ou l'auteur original qui t'encourage, qui te dit bah ouais c'est bien, continue parce que ce que vous faites c'est du bon boulot, c'est parce que c'est notre premier lecteur. Hein. L'auteur original c'est le premier lecteur. Et quand lui est content, c'est un grand soulagement et c'est surtout une force, un boost énorme pour donner encore meilleur derrière. Et être encore plus exigeant et être encore plus en retard. Alors justement, du coup je suis curieux. Comment est-ce que Kana t'a aidé sur ce projet-là? Parce que quand tu as les Chevaliers du Zodiaque entre les mains, bah tu l'as dit, il y a un héritage, faut pas se foirer. Comment est-ce que justement vous avez permis justement à Jérôme de se dépatouiller au maximum de tout ça? Alors déjà Jérôme est en collaboration avec Arnaud. Bien sûr. Sur cette série-là, parce que Jérôme, tu nous l'as dit, il y avait cette appréhension par rapport à Saint Seiya, ce que ça représente, et donc d'avoir un ami qui est aussi un passionné de la série à tes côtés, j'ai dit que c'était une force supplémentaire pour essayer de bien tout cadrer et s'assurer de ne pas écorner le souvenir qu'en auront les fans. Derrière, dans l'équipe, chez Kana, il y a aussi des fans qui sont là pour poser les questions, titiller et dire ah ouais mais tiens mais moi je verrais bien ça, Les vrais garde-fous. Ouais, je sais pas si on est les garde-fous. En tout cas, il y a des fans et des questions qu'on se pose. Et puis après, on assure la courroie de transmission avec le Japon, avec Akita Shoten, avec Kurumada Sensei, pour faire les retours le plus vite possible à Jérôme et Arnaud pour voir s'il y a des choses qu'il faut ajuster. Voilà, on est dans le soutien. Faire en sorte que quand Jérôme dit ouais là il me faudrait non je suis désolé il me faut 2 pages de plus pour avoir vraiment l'effet waouh que je veux sur cette scène là, que l'argument tient la route, l'éditeur dans ces cas-là son rôle c'est de dire ok on se débrouille pour te rajouter les pages dont tu as besoin parce que c'est au service de l'œuvre. Donc voilà, c'est là où on essaye de jouer notre rôle. Quand on est auteur, en fait, on veut qu'une seule chose, c'est que l'album, scénaristiquement, graphiquement, il soit le plus génial possible et qu'il emballe les lecteurs. On ne se rend pas forcément toujours compte en tant qu'auteur que derrière, il y a beaucoup de métiers qui en dépendent, le maquettage, le nombre de pages, il y a plein de contraintes. Bien sûr. Et ça, c'est l'éditeur qui le gère et c'est un métier vraiment de l'ombre finalement par rapport à l'auteur. Mais plus on travaille en fait avec un éditeur, plus on comprend toutes les contraintes qui leur sont liées. Et je sais qu'en tant qu'auteur, on est parfois un peu chiant, on est parfois un peu exigeant, mais on sait aussi à quel point sans vous, il n'y a rien qui est possible, quoi. Parce que tout le travail, encore plus sur une licence comme ça, où il y a en plus les allers-retours avec le Japon qui doivent se faire, c'est énorme en fait le boulot d'un éditeur et c'est passionnant aussi pour eux, je pense, enfin j'espère, c'est passionnant pour eux d'accompagner des auteurs pour qu'ils puissent vraiment donner leur maximum, quoi. Bah écoutez, en tout cas moi je trouve que c'est beau de voir que tout s'est bien aligné quand même pour ce genre de projet-là. On se rend pas compte effectivement de la quantité de choses, je pense, qu'il y a à faire pour arriver à ce produit final-là. En vrai c'est assez lunaire quand même, j'avoue, je suis assez mais après nous on a aussi de très beaux cadeaux en retour, c'est quand on voit les réactions des lecteurs. Bien sûr. Qui quand on accompagne les auteurs en dédicace et alors eux ils bossent, ils sont encore là à faire leur dessob mais qu'on entend les réactions des fans qui viennent et qui font des commentaires aux auteurs, tu dis bon bah on a fait le job. Clairement. Alors maintenant j'ai une petite question pour tout le monde ici. Est-ce que justement c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus? Est-ce que vraiment l'avenir du manga en fait il est croisé à celui de la BD? Comment est-ce qu'on va aller de plus en plus vers ce genre de projet là? Ou alors est-ce que à terme ça va disparaître, on va aller plus sur du manga? Moi j'avoue que je suis très curieux parce que voir justement une fusion des deux et que ça fonctionne, il y a quand même un petit quelque chose, tu vois, qui peut se dégager de ça. Je pense que la question se posera pas parce que l'intérêt, ça va être le format et le médium plus que de réfléchir à autre chose. Ça va être comment telle histoire peut être le mieux retranscrite. Je pense que c'est la question de toute façon qu'on se pose tous en tant que créatifs, de savoir, j'ai une histoire à raconter, de quelle manière on va la faire. Je prends l'exemple de la BD, c'est tout bête, rien que dans l'industrie, c'est compliqué de signer un triptyque. Même de signer un album de BD c'est déjà complexe, alors qu'un manga on va pouvoir
mais c'est même souvent encouragé, signer au moins 3 tomes. Ça veut dire que tu passes d'un format d'une 50aine de pages à 3 fois 200. Ouais. Donc dans l'histoire que tu veux raconter, c'est peut-être ça qui va importer. Je pense qu'à terme, les gens se diront plus j'ai envie de faire de la BD, j'ai envie de faire du manga, ils se diront putain j'ai envie de raconter une histoire, quel est le médium le plus adéquat pour ça? Ouais. En fait, c'est juste que ça te donne une pluralité potentielle en fait de médiums pour pouvoir adapter ton histoire en fonction Exactement. de quoi. Entièrement d'accord avec ce que dit Cap pour une fois. J'ai une petite anecdote, je vais aller très vite. J'ai une petite anecdote. Dans les années 90, j'avais participé à un concours de BD. Ouais. De BD. Donc il fallait comprendre dans les années 90 que BD voulait dire franco-belge. Bien sûr. Uniquement franco-belge. Et c'était une BD sur les vampires, qu'importe. Et lors de la remise des prix, on ne savait pas dans quel, si on allait être bien classé ou pas. Toutes les BD étaient exposées et sans prétention, la nôtre avait quand même de bonnes chances d'être primée. Et donc on avait ramené tous les potes et tout parce qu'on avait envie de crâner un peu. C'était notre première expérience. Et on n'a pas été primé du tout. Ouais, okay. Du tout. Et passé le gros coup de massue de la déception, on est allé voir les jurys qui étaient 3 auteurs de BD 90 franco-belges. Et ils nous ont dit ah ouais mais là vous avez dessiné on dirait le truc japonais, le manga là, c'est de la merde ça c'est pas de la BD ça. Et ça m'avait marqué, je vous dis, hein, wow. C'est fermez les guillemets. Hein. Je vous dirai pas le nom des auteurs parce que j'ai trop de respect pour eux. Mais ah ouais quand même. Et en fait tu te dis putain la vache, t'es en train de te prendre une claque alors que t'es en train de proposer juste quelque chose, une histoire avec des dessins, c'est-à-dire une bande dessinée, quelle que soit la taille, la couleur, le pas de couleur, et tu viens de te prendre dans la tête que ce que tu fais, ça n'en est pas par des gens qui sont tes idoles, pointures entre guillemets dans le milieu, quoi. Ceux que tu as envie d'être plus tard, quoi. Et ça m'avait marqué ça. C'est pour ça que je dis souvent les échecs marquent plus. Ça m'avait marqué et j'avais dit punaise, je te prouverai un jour que je suis capable de faire mieux. De faire de la BD, même si ça n'a pas ton format, même si ça n'a pas, etc. Et en fait, cette mentalité, elle s'est complètement effondrée avec le fait que tout le monde communique, tout le monde s'inspire, on en parlait tout à l'heure. Mais le fait qu'on puise dans le comics, dans la mise en page, dans le nombre de cases par page, etc. Le fait qu'on puise dans le manga pour le dynamisme, le fait qu'on puise dans la couleur pour le franco-belge. Le fait qu'en fait, tu as exactement raison. On s'en fout que ce soit un manga, une BD, un comics. Quel est le meilleur médium pour faire passer ton histoire le mieux possible, et ça restera une bande dessinée. Qu'elle s'appelle manga, comics ou pas, on s'en fout. Et tu vois, je pense à l'inverse, il doit y avoir pas mal de gens au Japon, qui soient occidentaux ou même japonais eux-mêmes, qui ont dû proposer des mangas avec une inspi franco-belge dedans, et à qui on a dit « Ah non, ça fait pas assez manga ». Je pense que, en fait, pour rejoindre ta question, je pense que cette frontière-là, elle finira de toute façon par s'effondrer. Quoi. Bien sûr, parce que les médiums deviennent communicants, et parce que fut un temps où le manga recevait un mépris de la part de la BD. Moi, les premiers salons que j'ai fait, c'était 2017, donc c'était vraiment pas si vieux que ça. C'était ouais, mais vous faites pas vraiment de la BD, c'est du manga, tu vois. C'est des machins chinois qui se lisent à l'envers. Tu vois, c'est vraiment un truc de mépris. C'est le moment où t'as juste envie de te battre, quoi. Et c'est maintenant les mêmes auteurs qui se disent, je ferais bien un manga quand même, tu vois. Ouais, donc, bah oui. Ça disparaît et c'est cool parce que. Mais ça, si je peux rebondir un peu là-dessus, en fait, ça disparaît vachement au niveau des auteurs. Mais le public est encore très, je suis assez d'accord. Très exigeant sur. J'allais dire, là vous parlez vraiment avec votre vision d'auteur aujourd'hui, les gars. Parce que là, si tu regardes, il y a encore du temps. Onera et Silence, ils sont en sens de lecture japonais. Ouais. Parce que voilà, il y a le public a besoin de temps pour évoluer. Certains éditeurs aussi, tu parlais du fait que ton dessin était peut-être trop japonais pour de la BD. Ça m'est arrivé quand je faisais du manga, c'était trop BD pour du manga. Donc ça évolue avec le temps, etc. Et il faut c'est au fur et à mesure des projets qui vont marcher en fait. Bien sûr. Pas se mentir, il y a plein de projets qui vont pas marcher et il y en a d'autres qui vont devenir les nouveaux étalons au fur et à mesure. Et après on pourra peut-être se rendre compte que là il y a le webtoon qui arrive, donc en fait un petit format en couleur. Est-ce que c'est pas possible aussi un autre format donc voilà, donc après ça va évoluer, ça va prendre du temps, mais les barrières vont forcément finir par s'effondrer. On va comprendre que tout ça c'est de la BD quoi. En fait oui, le but de toute façon c'est qu'à un moment c'est que ce soit que de la BD et que finalement les frontières s'effacent et autres, mais depuis tout à l'heure, je vous entends parler autre, mais vraiment, je vous jure, vous avez ce côté auteur, où en fait, vu que vous avez la tête dedans, vous évoluez sur ce point de vue-là. Parce que effectivement, vous avez envie de vous exprimer sur d'autres sujets. Mais je connais quand même beaucoup de gens qui ont encore vraiment du mal à se dire « je vais acheter une BD Goldorak, je vais acheter une BD Senseiya », ou inversement, c'est encore quelque chose qui n'est pas évident. Ça va dans le bon sens, attention, ça on est tout à fait d'accord. Mais
justement, et je pense que c'est à travers ce genre de live-là qu'on se rend compte que ça bouge, que ça évolue, mais on n'y est pas encore. Faut juste que, comme tu l'as dit, on est à ça. Ouais, mais c'est aussi une histoire de curiosité. Enfin, et c'est le truc génial de Yves qui font des éditions Kana, c'est que c'est un passionné de BD, de comics, et il se dit bah tiens, et au Japon qu'est-ce qu'il y a, et ah bah ouais, c'est une autre forme de BD, mais il tombe dessus et il a envie de l'amener ici. Donc il y a une curiosité, une ouverture à l'autre. Et c'est ça le moteur. Après, moi, je suis éditeur parce que j'adore qu'on me raconte des histoires. Après, que ce soit de la BD, du comics, du manga, je m'en fiche du moment que l'histoire est bonne et qu'elle m'embarque. C'est ça qui compte pour moi. Bien sûr. Et bah écoutez messieurs, merci beaucoup. C'était un plaisir. Alors évidemment, juste avant, un petit tirage au sort quand même dans le chat. Vous tapez Onera pour une dédicace Onera. Vous tapez Silence pour une dédicace Silence. Et évidemment, Senseiya pour une dédicace Senseiya. 3 personnes seront tirées au sort pour un Shikishi à chaque fois. Vous pouvez y aller dans le chat. On est parti pour récupérer tout cela. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était très cool de vous avoir. Un plaisir de t'avoir, mon très cher Cab. Tu le sais, comme à chaque fois. On peut taper les 3. Tu peux taper les 3. Après, c'est toi qui vois si tu es tiré au sort. Ça, en vrai, on est tout à fait d'accord. C'est en fonction de ce que tu fais plaisir. Jérôme, un plaisir de t'avoir rencontré. Mais moi de même. J'espère que tu as passé un bon moment et j'espère qu'on se reverra pour d'autres. J'espère bien. C'était une très bonne première fois. Pour peut-être un autre classique. Ça, j'avoue que j'aimerais bien. Bon, mon très cher Timothée, nous... à bientôt. Maintenant, c'est juste la base, quoi. Donc, à bientôt. On se revoit très vite, je pense, pour de futures aventures. Et puis, toi, mon très cher Johan, on ne peut que te souhaiter un bon lancement pour Silence, que ça se passe bien. Alors, on va croiser les doigts. Et je suis très content, en tout cas, de t'avoir eu sur ce plateau pour pouvoir justement parler un petit peu de tout ça. C'est vraiment chouette. Tu vois, ça s'est bien passé finalement. Au mois d'octobre, dans les librairies Silence. 6 octobre. On attend tranquillement et puis bah écoutez, dans le chat ça a balancé un petit peu. Nathan se chargera de récupérer tout cela. Nous, on va se laisser là pour ce live en direct de la Japan Expo. On se retrouve évidemment le plus vite possible pour un prochain Kana Live. Je vous embrasse et puis prenez soin de vous. C'est l'été, buvez un peu d'eau quand même. Ciao.